Le thème aujourd'hui, c'est la communication RSE, la place des parties prenantes. Donc, comment on fait connaître les engagements de l'entreprise, la stratégie RSE et les défis qui attendent du coup les entreprises, et en particulier les entreprises de propreté. Donc, on va avoir 10 minutes d'introduction de la part de Jean-Pierre Mingard, donc, qui est administrateur du SPENRA, qui coordonne le club RSE du SPENRA et qui est dirigeant de Time Propreté également, et de Blandine Nogent du Phare Propreté, qui est délégué régional sur la région. Ensuite, on aura l'intervention de Pauline Barre de l'association Conscience et Impact écologique. Donc voilà, on a souhaité aujourd'hui proposer à Pauline Barre de prendre la parole en tant que partie prenante, justement, avec le regard qu'une association peut porter sur ces sujets d'engagement RSE des entreprises. Ensuite, on aura des témoignages, alors j'ai mis au singulier, mais c'est au pluriel, en fait, d'entreprises, qu'on aura à la fois l'entreprise Séguin et Ruiz avec Martin Séguin et le groupe Honnête avec à la fois Laurence Acerbo et Emmanuel Lopère. Voilà, donc on prévoit un temps d'échange autour de 11h30 pour traiter les questions-réponses. Dans les faits, parfois on arrive à en traiter au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à utiliser le menu conversé qui est en bas de l'écran pour poser vos questions au fur et à mesure, des demandes de précision. Et puis, on aura un temps spécifique, de toute façon, pour traiter les questions et réponses avant un petit temps de conclusion. Et on fait en sorte de terminer à l'heure, à midi pile. Voilà pour le contexte de ce webinaire. Je vais rater mon partage. Je vais proposer à Jean-Pierre Mingard de dire quelques mots d'introduction, si tu es d'accord, Jean-Pierre. Oui, bonjour à tous et encore merci aux intervenants d'être présents ce matin et de vos témoignages aussi de nos deux belles entreprises nationales et régionales, Martin et Laurence. C'est agréable. Alors, je précise, la communication et la transparence des engagements RSE, c'est un sujet fort, c'est quand même le 6e engagement de notre référentiel RSE. Donc, je pense qu'il a toute son importance. Et aujourd'hui, en fait, ce qui était intéressant d'avoir, c'est aussi l'avis de Pauline Barre là-dessus. Comment est ressenti et pressenti cette communication sur la RSE, surtout qu'on voit de plus en plus aujourd'hui de communication sur la RSE. Je ne sais pas si vous regardez un peu les publicités, les actualités. On voit que sur M6, ils lancent, on voit aussi les bonnes pratiques RH. Donc, ça devient un vrai sujet. Et je pense qu'il faut éviter de tomber dans certains écueils, effectivement, à surcommuniquer ou au risque de faire, j'aime pas ce mot, mais du greenwashing. C'est important qu'on soit, nous, acteurs de la propreté, très pertinents dans notre communication. Je pense que ça a aussi un autre impact si nous voulons attirer demain des jeunes talents. C'est des fameux XYZ, j'aime pas ce mot, c'est nos jeunes, tout simplement. Ils sont aujourd'hui de plus en plus sensibles à nos politiques RSE et à un moment donné, on va dire à salaire égal, à challenge égal, si nous sommes une entreprise qui est engagée dans la RSE, je pense que ça peut faire une réelle différence. Donc, la communication sur la RSE va devenir un enjeu important dans les années à venir. Voilà, je ne vais pas faire 10 minutes parce que le sujet est lourd, chargé. Il y a beaucoup de témoignages et j'ai laissé la place aux témoignages. Blandine, je te passe la parole. Oui. Donc, bonjour à tous. Donc, Blandine Nogent, déléguée régionale du Phare Propreté. Je vais juste compléter les propos qui étaient déjà assez clairs de Jean-Pierre Mingard pour compléter le contexte. Il y a un double enjeu par rapport effectivement à cette communication RSE. L'enjeu de répondre aux attentes qu'on voit de plus en plus fortes au niveau des clients, mais aussi des collaborateurs, surtout des futurs nouveaux collaborateurs, plus jeunes, plus sensibles sur ces sujets-là. Et puis l'autre enjeu, c'est contribuer à renforcer l'attractivité de notre secteur. Donc, effectivement, ça a été dit par Jean-Pierre, tout ça dans une logique de référentiel RSE propreté, qui est un travail qui a été construit au travers notamment d'une étude préalablement et puis d'un comité de rédaction dont on a la chance, puisque Laurence Acerbo faisait partie de ce comité de rédaction, mais constitué d'une dizaine d'entreprises de toute taille et qui a fait l'objet notamment d'une relecture de l'ensemble de nos parties prenantes externes. Et pour ne citer qu'un exemple d'une partie prenante qui a contribué à la relecture de ce référentiel, ce serait de citer le ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc, vous voyez, ça a un vrai sens et ce référentiel, il a une vraie portée.
il est bien sûr dans les lignes directrices de l'ISO 26000. Donc, on va retrouver les grands piliers de l'ISO 26000. Et la thématique de ce matin, on va la retrouver dans le premier pilier qui est la vision et la gouvernance. Et Jean-Pierre vous l'a dit, effectivement, c'est l'engagement 6. Alors, sur chacun des engagements, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, vous avez 4 niveaux de maturité. Le niveau d'excellence, c'est effectivement d'avoir une vraie stratégie et de partager cette stratégie de communication et de transparence sur ces engagements RSE avec une vraie politique exemplaire. Donc aujourd'hui, c'est de pouvoir partager les exemples d'une PME, d'une association et puis d'un grand compte de notre secteur, sur des exemples, des actions de communication qu'ils ont pu faire partager auprès à la fois de leurs clients et puis de leurs salariés. Voilà, j'en ai terminé. On va laisser la parole aux intervenants. Merci beaucoup pour cette introduction, à la fois Jean-Pierre et Blandine. Je réactive ma caméra. Tac, voilà. On jongle un peu, on est plusieurs dans une même salle en fait. Donc, si vous avez des décalages entre le micro, la vidéo qui apparaît et le micro qui apparaît, c'est normal. Du coup, là, Blandine, concrètement, utilisez mon micro en fait. Voilà, c'est pour ça. On essaie de faire en sorte de vous éviter des larcènes et des inconforts d'écoute. Voilà. Donc, je propose du coup à Pauline Barre, qui est l'association Conscience et Impact écologique, de prendre la parole. On vous remercie déjà d'être présente aujourd'hui, d'avoir accepté de venir témoigner, intervenir lors de ce webinaire. On vous a proposé de prendre la parole sur finalement la vision d'une association, sur la communication des engagements RSE, à la fois les points de vigilance que vous pouvez identifier dans votre pratique, dans vos actions, y compris le risque, ce qu'on appelle l'éco-blanchiment, le greenwashing, puis les bonnes pratiques aussi que vous pouvez identifier et que vous pouvez partager avec nous. Et puis, on vous a également proposé de prendre la parole sur cette sensibilité qu'on observe des jeunes générations sur les sujets de la RSE. Donc, quel est le point de vue finalement d'une association comme la vôtre sur ce sujet? Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup de m'avoir invité à vous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. Alors, je vais peut-être commencer rapidement par présenter l'association. Donc, Conscience et Impact écologique, c'est une association d'éducation populaire à la transition écologique. Nous, ce qui nous intéresse en fait aujourd'hui, c'est d'aller parler d'écologie à des publics dits éloignés. Donc, qu'est-ce qu'on entend par des publics éloignés de la cause environnementale? C'est des personnes, si vous voulez, qui ne vont pas se sentir directement concernées par les enjeux écologiques. Donc, ça peut être des personnes qui n'ont pas d'intérêt pour cette cause, qui s'en fichent ou qui pensent que ce n'est pas forcément pour eux. Voilà, c'est une définition assez vague, on va dire, mais qui nous permet vraiment d'aller vers tout type de public, puisque aujourd'hui, on intervient auprès des écoles primaires, des collèges, des lycées, des festivités, on accompagne des restaurateurs, on va dans des structures sociales, on intervient auprès du grand public, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on intervient également auprès d'entreprises. Alors, effectivement, du fait qu'on collabore avec des entreprises sur différents sujets qui sont très souvent liés à la RSE, on a un petit peu cette expérience, et c'est pour ça aujourd'hui que je pense que notre témoignage peut être intéressant. Alors, du coup, dans un premier temps, effectivement, la question qui avait été posée, c'était un petit peu donc, la vision d'une association sur les engagements RSE. Donc, comme je vous disais, effectivement, on travaille avec des entreprises qui nous font intervenir soit pour animer des temps autour d'enjeux type la journée de l'énergie, par exemple, soit pour les aider à implémenter ou à développer une stratégie RSE qu'ils ont déjà commencé à mettre en place, ou alors c'est une nouveauté pour eux, donc. Et on va les accompagner là-dessus sur ces différents aspects. La communication au niveau d'une stratégie RSE, c'est un enjeu qui effectivement peut être assez sensible parce qu'on peut assez facilement tomber, si ce n'est pas dans le greenwashing ou dans l'éco-blanchiment, en tout cas avoir la défiance du public, puisque c'est des pratiques, en tout cas c'est du greenwashing qui sont extrêmement répandues parmi les grosses entreprises en tout cas. Et donc on a aujourd'hui un public qui va être assez méfiant quand une marque veut brandir des engagements verts. Donc du coup, si vous ne voulez pas tomber en tout cas dans cette case de défiance et si vous voulez garder une bonne image, ça va être important de faire en sorte que votre communication soit efficace. Et en fait, si vous voulez une communication efficace, il va falloir des actions concrètes qui vont aller de pair. Alors, il y a un chiffre que je trouve assez intéressant. C'est 33% des Français qui voudraient comprendre les besoins et actions de la stratégie RSE. Donc ce chiffre, il date de 2017. C'est le baromètre RSE qui a été fait par Ecodev.
et qui montre en fait une première limite souvent qu'on va observer parmi les entreprises, nous aussi parmi les entreprises parmi lesquelles on intervient, c'est qu'en fait souvent la stratégie RSE va être déployée par la direction. Ensuite, ça va être donné au service com pour avoir une communication qui est faite par rapport à ça. Mais à aucun moment, tous les employés ne vont être impliqués dans la démarche. Et c'est là une première chose sur laquelle moi je dois vous dire de faire attention, c'est qu'en fait, nous, on va se retrouver à intervenir dans des entreprises où il nous faut intervenir pour animer une journée où ils vont donner un peu les résultats de leur stratégie RSE. Et en fait, il y a des employés qui découvrent en même temps que nous ces résultats. Alors nous, on vient pour la journée, donc ce n'est pas étonnant, mais eux, une stratégie RSE qui a été développée sur 2 ans, qui découvrent en même temps que nous qu'elle existe ou quels étaient finalement les objectifs derrière tout ça, c'est assez problématique. C'est très problématique de ne pas travailler avec toutes les parties prenantes pour une implémentation, parce que déjà, dans un premier temps, on se retrouve avec parfois des employés qui peuvent correspondre du coup à ce que nous, on appelle des publics éloignés, donc du coup, qui ne vont pas vraiment se sentir concernés par ces enjeux, et qui, si on ne leur explique pas pourquoi il y a de nouveaux gestes contraignants à faire, pourquoi on leur demande de relever, je ne sais pas, les erreurs de tri, ou le niveau de déchets, ou le niveau d'énergie consommée pour telle chose, ils vont juste se dire que c'est contraignant. Ça ne va pas aller plus loin pour eux. Donc, ça ne va pas du tout les aider à développer une conscience environnementale ou à vouloir aider l'entreprise à aller plus loin là-dessus. Du coup, en termes de communication, déjà, il va y avoir un gros problème de communication en interne. Et ensuite, en termes de communication externe, ça va aussi poser souci, puisque quand on n'a pas tous les employés qui sont impliqués là-dedans et qui sont partie prenante, la communication externe va vite ressembler effectivement à un éco-blanchiment, en tout cas de la part de certaines personnes. Et même en externe, elle aura l'air aussi d'être de l'éco-blanchiment, parce que finalement, quand ça se décide qu'au niveau de la direction et que rien n'est fait, on peut aussi se dire que c'est des jolies paroles en l'air, avec des objectifs assez éloignés et qui a un petit peu rien derrière. C'est un petit peu une première chose sur laquelle je voulais alerter. Alors, autre chose aussi, au niveau de la communication, ça va être quelque chose qui est fait assez régulièrement, c'est qu'une entreprise veut faire une action, alors qu'il ne va pas être forcément une stratégie RSE en entier, mais faire une action qui est positive pour l'environnement, comme organiser par exemple un ramassage de déchets, ou parfois c'est des courses sportives pour lever des fonds pour des associations. Et donc du coup, ils vont baser une énorme communication sur ces quelques actions qu'ils vont réaliser dans l'année. Là-dessus aussi, un public qui va être un petit peu plus initié à l'écologie va rapidement y voir du greenwashing. Alors, c'est très bien d'organiser quelque chose pour ramasser les déchets ou lever des fonds pour une association, mais c'est encore mieux quand c'est relié à quelque chose, à l'impact, on va dire, direct de votre entreprise. Donc, si effectivement votre entreprise est en lien avec la production de déchets, ça peut être bien effectivement de sensibiliser vos employés là-dessus, et pourquoi pas le faire via un ramassage de déchets. Et ensuite, il faut faire de la sensibilisation aussi pour vos employés, parce que le ramassage de déchets, c'est quand même pas là où on va apprendre le plus. On sait tous qu'il ne faut pas jeter un déchet par terre, on va dire. C'est pas comme ça que la plupart des déchets s'y retrouvent, en tout cas. Et donc, du coup, voilà, il va falloir essayer d'aller un petit peu plus loin en faisant des actions concrètes. Ce qui est le plus valorisant pour une entreprise aujourd'hui, c'est de mettre en place une communication sur des actions qui vont vraiment relever de votre entreprise. Je donne un exemple assez concret. L'entreprise Veja, que vous connaissez peut-être, qui a une très bonne communication au niveau RSE, effectivement. Donc, c'est une entreprise qui conçoit des chaussures qui sont plutôt éco-conçues, c'est beaucoup du vegan, voilà. Et ils ont fait une très bonne démarche qui était celle de mettre en vente des produits où il y avait eu des erreurs, en fait. Donc, du coup, ils les mettaient en vente à un niveau moindre. Et comme ça, ils avaient une communication qui était toujours dans, effectivement, on cherche à vendre, ça reste une entreprise, forcément, mais qui n'était pas forcément dans la surconsommation, puisque là, du coup, ils proposaient en vente des chaussures qui auraient été jetées, sinon. Donc là, c'était une très bonne communication, puisque du coup, ils travaillaient sur un enjeu direct de leur entreprise, qui était d'éviter de jeter des produits qui marchent quand même, on peut quand même les utiliser, ces chaussures, elles ne sont pas parfaites, mais elles fonctionnent très bien. Et donc, du coup, c'était extrêmement valorisant pour eux, et ce n'était pas une action greenwashing. Voilà. Ce genre de communication, c'est efficace, ça fait gagner la confiance des associations et des éco-citoyens, et c'est là que c'est vraiment intéressant. Pour revenir un petit peu plus au point de vue association, donc nous, on collabore effectivement avec beaucoup d'entreprises, ça je l'ai déjà dit, et donc du coup, on va essayer de mettre en place que quand on collabore avec eux, on ait toujours effectivement un temps de sensibilisation et pas que des temps, entre guillemets, jeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la RSE, c'est aussi vu comme un bon moyen d'avoir de la cohésion d'équipe, ce qui est une très bonne chose.
Mais en fait, ça doit aller aussi un peu plus loin que ça. Et ça doit vraiment, on doit vraiment prendre le temps d'alerter et de faire comprendre les grands enjeux qui se cachent derrière une action qu'on a mis en place. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est très important de faire connecter le petit geste finalement au global. C'est souvent ce qui manque dans la plupart des démarches. Et c'est là où en fait, on peut aussi inspirer les employés à aller plus loin et à s'impliquer encore plus parce qu'on leur fait comprendre que, ben oui, on demande ce petit geste-là, mais en fait, c'est relié au changement climatique. De telle et telle façon, ça fait réduire l'impact. Et du coup, oui, ben, on est en train d'aider concrètement et de lutter concrètement contre le changement climatique. C'est ça qui est intéressant, vraiment. Alors sinon, une autre bonne pratique aussi, ça va être vraiment la transparence dans les messages. Là, c'est vraiment plus en termes de communication directe. C'est-à-dire que dans les messages qu'on va déployer, on va parfois vouloir mettre en avant qu'un produit est écologique. Pour moi, ça ne suffit pas aujourd'hui, il faut aller plus loin. On a trop vu de greenwashing pour que quand on nous annonce qu'un produit est écologique, on ait envie d'y croire directement. Il va falloir être précis. Pourquoi il est écologique? Est-ce que c'est les matériaux qui sont biosourcés? Est-ce que c'est des matériaux qui sont recyclés? Est-ce que c'est parce que l'entièreté du cycle de vie a été pris en compte et que du coup, on va faire en sorte de pouvoir gérer toutes les étapes du produit de façon éco-responsable? Voilà, plus vous êtes précis, plus vous allez gagner la confiance et plus vous allez montrer que votre démarche, elle est globale et qu'elle n'est pas juste à un instant T sur quelque chose qui est assez facile à mettre en place et que voilà, vous prenez vraiment les choses au sérieux. Et c'est ça vraiment qui va intéresser aujourd'hui des citoyens qui sont sensibilisés à l'écologie et qui ont envie de voir des marques vraiment s'engager et aller plus loin et montrer que il faut être honnête, peut-être qu'effectivement aujourd'hui il vous manque encore des ressources ou de la technologie ou de l'innovation pour être parfait, mais montrer que vous êtes en réflexion là-dessus, c'est déjà un super pas, et faire preuve de cette transparence, c'est ce qui va faire la différence aujourd'hui dans une communication efficace. Voilà. Voilà un petit peu sur cet aspect. Après, au niveau effectivement des écueils, j'en ai déjà un petit peu évoqué, certains qu'il faut éviter. Quand même, au niveau de la vigilance, il faut savoir qu'il y a des lois qui encadrent le greenwashing et qu'on va avoir d'ailleurs une nouvelle loi qui va sortir, qui va être qui va aller un petit peu plus loin, puisque actuellement il n'y avait aucune sanction qui était mise en place. C'était encore un petit peu vague, on va dire. Donc aujourd'hui, ça va aller un peu plus loin là-dessus. Donc bien faire attention à ça aussi, puisque du coup, la seule réglementation qui existait aujourd'hui, c'était la loi Pacte de 2019, si je ne me trompe pas. Donc du coup, voilà, là-dessus, voilà, vous pourrez un petit peu suivre les actualités qui vont sortir sur les textes de loi. Notamment, par exemple, la définition officielle de éco-conçu qui va être de plus en plus... ça va être retoqué si c'est mal utilisé. Il y a pas mal de mots de vocabulaire. Voilà, il faut faire attention dans sa communication à la façon dont on les utilise. Il faut vraiment faire attention à ne pas induire le consommateur en erreur. Avec le code de l'environnement qui est un peu plus précis là-dessus si vous cherchez davantage d'infos. Le code rural aussi qui va là un peu plus réglementer, c'est pour des produits qui sont vraiment particuliers. Normalement, le code de la consommation et de l'environnement, c'est vraiment les deux textes qu'il faut regarder plus précisément. Et donc voilà, ça peut être bien de faire attention. Je donne en exemple une publicité qui est apparue assez récemment, qui était de la marque de Darty et qui s'est fait retoquer. Donc cette publicité-là, elle mettait en avant le fait que si vous donniez un appareil usagé, vous aviez une réduction pour acheter un appareil neuf. Donc le ton de cette publicité, c'était tout en vert. Il y avait le label recyclage. Ça faisait très publicité verte, on va dire. Et ils ont été retoqués parce qu'effectivement, ils avaient utilisé notamment le terme usager. Usager, ce qui veut dire qu'ils incitaient en fait les consommateurs à jeter un produit qui n'était pas, qui était encore en état de marche, qui était simplement vieux, donc usagé. Et donc ça, c'est contraire à la déontologie, par exemple. Donc ils ont été retoqués là-dessus. Puisque du coup, voilà, il y avait cette logique de surconsommation qui était sous-jacente. Donc voilà, faire attention au vocabulaire qu'on utilise et un petit peu à l'idéologie qui va être sous-jacente, puisque aujourd'hui, on le sait, on ne va pas inciter à la surconsommation et sûrement pas à jeter un appareil comme une machine à laver, un appareil qui demande beaucoup de ressources pour être produit, donc surtout pas s'il est encore en état de marche. Donc voilà, on fait de plus en plus attention à ça. C'est de plus en plus sévère, ces publicités qui ne respectent pas ces codes-là. Donc faire attention aussi dans votre communication vraiment aux mots de vocabulaire. Voilà, je vais enchaîner tout de suite. C'est bon, je suis dans les temps, il me reste 5 minutes, nickel. Alors du coup, la seconde question qui a été évoquée aujourd'hui, c'était la sensibilité des jeunes, donc par rapport aux stratégies RSE, à la RSE de façon globale. Alors effectivement, je peux un peu témoigner pour ma génération, je suis jeune aussi, mais aussi beaucoup parce que je travaille avec beaucoup de jeunes dans notre association, des bénévoles. Les bénévoles qu'on a, la moyenne d'âge, elle est
entre 20 et 30 ans. La majorité, c'est quand même entre 20 et 25 ans. On travaille aussi avec des services civiques. Donc, les services civiques, c'est en dessous de 25 ans. Donc voilà, je travaille avec beaucoup de jeunes qui sont parfois en plein cheminement, études, post-études, à essayer de bientôt trouver un travail. Et la plupart, effectivement, vont vraiment avoir à l'esprit que si jamais ils veulent travailler en entreprise, il faut qu'il y ait des engagements qui soient pris, il faut qu'il y ait une stratégie qui soit développée, qu'eux puissent se reconnaître et aient envie de travailler avec l'entreprise. Alors forcément, vous allez me dire, dans une association écologiste, ça semble un peu normal que je sois mise en contact avec ce genre de public. Alors, on intervient aussi dans des établissements du supérieur, on donne des cours dans des facs et dans des écoles. Et les étudiants qu'on va avoir, qui sont du coup pas du tout dans des cursus spéciaux développement durable, plutôt dans du commerce, enfin, voilà, c'est des cursus qui sont généralistes, eux aussi ont cette vraie volonté de travailler avec des entreprises qui vont avoir vraiment une stratégie RSE. Pour certains, c'est ce qui fait complètement la différence quand ils vont chercher un emploi. Ils veulent pouvoir s'impliquer ensuite en tant que salariés dans leur entreprise, dans ces projets-là. Pour certains, parce qu'ils ont envie de continuer à développer le lien avec l'associatif. Et donc, du coup, pour beaucoup, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre deux entreprises pour choisir. Ça va être ça aujourd'hui. Et là où je suis assez étonnée, c'est que pour beaucoup, aujourd'hui, j'entends de plus en plus, le salaire, ce n'est pas ma première préoccupation. Je n'ai pas pour volonté de gagner tant dans la vie. Il y a vraiment cette question de la valorisation du temps qui est mise en avant et j'en entends beaucoup dire qu'effectivement, ils veulent avoir des contrats à 80% par exemple parce qu'ils veulent pouvoir s'investir dans une association à côté et que voilà, ces engagements-là personnels sont très forts pour eux et que finalement, le salaire, ce n'est pas forcément leur première priorité. Voilà, ça peut un petit peu surprendre, mais c'est vrai que c'est assez général parmi les jeunes à qui j'ai affaire, donc je trouve que c'est quand même important de le souligner. Donc pour moi, un engagement RSE c'est vraiment un investissement aussi pour pouvoir engager des jeunes diplômés qui sont prometteurs et qui ont aussi envie de s'investir dans une entreprise. On a dépassé l'investissement où on va dans une entreprise et c'est fait pour 40 ans, on reste là-bas. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus vraiment comme ça. On sait, on va un peu plus aller dans plus d'entreprises différentes, quoi. Ça a été une évolution du marché. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un jeune a envie de s'investir et de rester dans une boîte? C'est s'il sait qu'il va pouvoir participer à implanter un potager en lien avec un apiculteur aussi. C'est qu'il va pouvoir participer et implémenter la stratégie RSE durablement au sein de l'entreprise. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête, que si on veut des jeunes qui veulent vraiment s'investir, il va falloir prendre ça en compte. Et ils vont être assez vigilants, effectivement, aussi sur ce qui va être du greenwashing. J'ai déjà entendu des jeunes revenir d'entretien et me dire que finalement, ce dont ils avaient évoqué, c'était ce qu'ils avaient évoqué quand ils avaient parlé effectivement de leur engagement associatif écologiste et que l'entreprise avait pu répondre en face. C'était beaucoup trop surfait, qu'ils n'y croyaient pas vraiment et que ça ne leur donnait pas envie de s'investir. Donc, il y a quand même une vraie défiance par rapport au greenwashing qui est vraiment perçu comme un risque et quelque chose dans lequel ils ne veulent pas aller et un vrai gros plus quand on a une entreprise qui est ouverte d'esprit par rapport à ça. Voilà. Je vais finir là-dessus, puis je vais laisser du coup la parole aux autres intervenants. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, du coup, on proposera aux participants qui le souhaitent de pouvoir poser des questions. Soit les questions vous viennent au fur et à mesure, vous pouvez les partager déjà en menu conversé, puis soit on aura, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, un temps après les autres témoignages de questions-réponses pour pouvoir prévoir un temps d'échange avec les participants. Je vais proposer donc du coup à Laurence Acerbo du groupe Honnête de prendre la suite pour témoigner. Bonjour, je vais couper ma caméra parce que je vais partager quelques slides et après je la remettrai pour les questions-réponses si vous le voulez bien. Alors je partage complètement ce qui vient d'être dit par Pauline. Au niveau, alors attendez, juste, je vais partager l'écran avant d'attaquer, comme ça sera plus simple. Est-ce que là, je suis en capacité de partager, James? Pour l'instant, non. Excusez-moi. Je pense que ça devrait venir. C'est bon pour vous ou toujours pas? Non, mais ce n'est pas très grave à la rigueur. Vous pouvez peut-être partager votre témoignage, sans forcément qu'il y ait les diapositives. Oui, on fait quelques dessins qui permettent d'aller
plus Ah oui. vite. Bon, c'est pas grave. Mais, je pense que ça devrait arriver. Je ne sais pas pourquoi ça ne. Ah, c'est bon. Attendez. Ça Il y a marche. peut-être un petit point. Ça y est? Voilà. Donc, oui, ce que je disais, c'est que je partage ce que vient de dire Pauline, c'est qu'avant de communiquer, il faut faire. Et faire, ça sous-entend d'avoir un petit peu d'ancienneté dans les actions. En ce qui nous concerne, ça fait un certain nombre d'années, plus de 15 ans qu'on travaille sur ces sujets-là et pendant longtemps, nous n'avons pas communiqué en réalité. Puisque, on communiquait en interne, mais pas du tout en externe. Et il n'y a que depuis quelques années, en fait, où on commence à communiquer en externe sur ces sujets-là, pour avoir, en fait, ce qu'on appelle des éléments de preuve à fournir et surtout des éléments de mesure. Donc, en synthèse, notre politique de responsabilité sociétale, elle s'organise en fait autour de 4 grands piliers, qui est la vision de la direction et sur lequel je ne reviendrai pas, puisqu'en fait, on est une grosse entreprise, mais avec un actionnariat familial et patrimonial et qui, depuis longtemps, est investi sur ces sujets. Et nous parlions déjà de l'impact de nos activités avant même que la loi Pacte ne sorte et parle. Alors, on n'est pas allé vers l'entreprise à mission, on reste sur ces notions d'impact de nos activités. Et à partir de là, on a construit un certain nombre d'engagements en matière de RSE qui se sont traduits, et là aussi je reviens sur ce qui vient d'être dit, à travers des feuilles de route qui sont généralement de 3 ans, feuilles de route qui vont nous donner en fait des axes, des plans d'action concrets par rapport à ces engagements et auxquels on associe dès le départ des indicateurs de mesure pour pouvoir évaluer nos progressions qui, en fonction des plans d'action, vont de plus ou moins rapide en fonction des sujets, mais que l'on suit vraiment sur le temps et surtout qui nous permettent aussi de nous fixer des cibles d'objectifs à moyen ou long terme en fonction des sujets. Et tout ça étant organisé autour d'une organisation RSE qui s'appuie essentiellement sur un comité qui est présidé par la présidente du groupe que j'anime et qui relie un certain nombre de parties prenantes internes, donc les représentations de nos différents métiers, mais aussi, bien entendu, des fonctions support qui sont directement impliquées, que ce soit la DRH, que ce soit les achats, que ce soit les parties, les directions QSE, etc. Donc, pour venir et surtout illustrer ensuite assez concrètement ces aspects d'engagement et comment on les communique et comment on dialogue avec nos parties prenantes, parce que c'est véritablement un des points sur lesquels on essaye de nous améliorer d'année en année. En fait, on a traduit nos engagements autour de 4 grands piliers très classiques, qu'ils soient sociaux, sociétaux, environnementaux et bien entendu économiques, puisqu'on est là aussi pour assurer la pérennité de l'entreprise. Et autour de ces engagements, alors je ne vais pas reprendre dans le détail, après je pourrais y revenir, en fait, je vais prendre un exemple d'engagement en matière environnementale. Comme ça me permettra tout au long des illustrations derrière de revenir par exemple sur cet impact-là. Nous avons décidé de travailler plus en profondeur sur la production de services dans une dynamique d'économie circulaire, avec en particulier un axe sur la diminution des rejets entre guillemets toxiques pour l'environnement et pour également la diminution des rejets microplastiques, avec tout ce qu'on sait en termes d'impact, notamment au niveau des océans. Donc en fait, ce sujet-là, je vous le mets un petit peu en exergue parce qu'on va le retrouver, c'est ce qui va faire un petit peu le fil rouge sur la communication avec les parties prenantes. Donc en fait, comme je vous le disais, ces engagements, ils sont traduits par des actions, des plans d'action, et chaque année, nous
publions un rapport maintenant depuis un certain nombre d'années qui va reprendre de façon assez détaillée nos engagements, notre feuille de route là, qui est symbolisée très rapidement, comme je vous le disais, avec des actions, des indicateurs, des cibles, et un certain nombre d'illustrations. Alors, certains projets, on les retrouve chaque année, d'autres, c'est très ponctuel par rapport aux années, que l'on décrit à travers le rapport. Ce rapport, il est destiné, en fait, aujourd'hui, il peut répondre à l'ensemble des parties prenantes qu'on a identifiées, et il peut être diffusé dans un certain nombre de cas. Il est plus particulièrement, vu le niveau de détail, plutôt orienté sur les parties prenantes que sont nos partenaires commerciaux, en priorité, bien entendu, nos clients, nos fournisseurs et partenaires, mais ça peut être au-delà sur la diffusion. Il est commenté et il sert surtout de base également dans la réponse à nos offres, puisque en fonction des actions que l'on mène, on peut être amené à préciser aux clients à qui on répond comment ça va se traduire jusqu'à son site à lui en termes d'action. Toujours par rapport à cette cible partenaires commerciaux et clients, on est également amené, comme pas mal de gens maintenant dans la profession, à répondre à des questionnaires en amont des appels d'offres ou à être évalué à travers des plateformes. Alors, c'est le cas de tous les métiers, hein. C'est le cas de la propreté, mais c'est le cas de l'ensemble des métiers du groupe, où on est amené à être évalué par des plateformes tierces parties, où on doit amener des éléments de preuve. Donc, en fait, bien entendu, c'est un des supports, mais on a ensuite un certain nombre de supports plus détaillés par rapport à ça. Sur la partie prenante, certainement la plus importante, et là aussi je rejoins ce qui vient d'être dit, que sont les collaborateurs. Alors, comme je vous le disais, non seulement on essaye de plus en plus de les impliquer dès le départ des projets, et Emmanuel va vous illustrer un de nos projets phares où on va bien voir qu'à chaque étape, en fait, on a travaillé avec les collaborateurs, le management de proximité et des partenaires extérieurs pour véritablement caler entre la théorie de ce qu'on imaginait et la pratique, la mise en œuvre et l'appropriation du terrain, comment ça s'est traduit. Mais on intègre aussi, par exemple, dans la collaboration de constitution de support. Là, par exemple, je vous ai mis une affiche, on a toute une série qui est issue d'un concours d'affiches qu'on avait fait sur l'enjeu santé-sécurité. Chaque année, on a une journée dédiée à ça. Et on a demandé aux agences de la propreté de créer des affiches. Et on a vraiment eu des artistes donc, on avait fait un challenge et au-delà entre guillemets, des trophées pour les gagnants, cette série d'affiches ont été éditées pour que l'ensemble des agences de France puissent, en fonction, parce qu'il y a des thématiques différentes en santé et sécurité, utiliser celles qui les intéressent ou régulièrement à travers des causeries, etc. On est amené également à faire des webinaires. Là, on travaille beaucoup sur la mobilité responsable là, depuis 1 an. Et là aussi, ça nécessite des échanges avec les utilisateurs, les directions achats, les responsables par véhicule, etc. Donc, on a des formats webinaires où on peut échanger pour essayer, d'une part, présenter le projet, mais surtout, au fur et à mesure du projet, nous recaler par rapport à des remontées terrain, parce que vu notre taille, on ne peut pas toujours faire véritablement interroger tout le monde. Et après, on a bien entendu des newsletters sur des thématiques chaque mois. On a également travaillé en partenariat avec l'école de commerce régionale Kedge Marseille-Bordeaux, qui est à l'origine d'un test qui s'appelle le SULI-test, qui est une espèce de TOEFL du développement durable. Et le fait d'avoir été à l'initiative, parmi les membres fondateurs de cette initiative, en sachant que c'est une initiative complètement externe et à Kedge maintenant et au groupe, puisqu'il y a une
une valorisation au niveau d'instances internationales, nous avons également, depuis 3 ans, instauré le passage de ce test sur notre encadrement de direction d'agence qui passe par l'université et également tous les comités exécutifs, enfin tous les postes exécutifs. Et petit à petit, on redescendra ce type de test un petit peu de façon plus généraliste. Sur la partie prenante ensuite, plutôt acteurs territoriaux et ce que j'appelle relais sociétaux. Donc là, en fait, on a fait des partenariats véritablement en cohérence avec nos actions. Et je vous parlais donc de la mise en place de ce projet qui va être détaillé ensuite, Biogistique, qui a pour objectif non seulement de préserver, le premier thème, c'était la préservation de la santé de nos collaborateurs par le changement de produit, mais on était allé plus loin puisqu'il y a une réutilisation des contenants pour diminuer les déchets plastiques. Et dans ce cadre-là, nous avons dernièrement, enfin depuis 1 an, noué un partenariat avec Fabrice Amadeo, qui est un navigateur voile qui fait différentes courses, mais surtout qui a installé sur son bateau des capteurs. Et donc, en fait, on a financé un des 2 capteurs pour faire des mesures de microplastique dans des zones où certains bateaux qui sont scientifiques sont trop gros pour aller. Et il fait des prélèvements et après, lui, transfère, bien entendu, à des instituts de recherche ces prélèvements pour pouvoir faire une cartographie. De la même façon, nous avons une fondation d'entreprise qui est axée sur le mal logement et on implique le personnel sur la base de volontariat, mais on abonde en temps de mécénat de compétences, c'est-à-dire les personnes prennent une demi-journée et la société donne autant de temps. Donc, ça peut se traduire par une journée entière. Et chaque année, on organise des remises en état de centres d'accueil de SDF. Alors, au départ, c'était plus axé sur des petits travaux de peinture, etc. Maintenant, on se professionnalise et on arrive à remettre en état véritablement beaucoup de locaux, ou du mécénat de compétences également qui a servi pour concevoir un camion douche qu'on a mis à disposition de la mairie de Marseille, puisque Marseille fait partie des rares villes où il n'y a pas de bain-douche pour les sans-abri, enfin, jusqu'à présent, et donc ce camion douche permet aux gens de pouvoir se doucher. Donc, pourquoi je donne ces 2 exemples? On en a plein, on a différents partenariats. C'est que là, en effet, on fait participer sur toujours la base du volontariat des personnes. Donc, ça va être des ingénieurs, notamment ceux qui bossent sur la partie honnête technologie pour le camion, mais ça peut être des agents de propreté ou moi qui ne suis pas très douée en bricolage, mais qui participe par exemple à la remise en état de ces centres d'accueil, ce qui permet aussi à chacun de retrouver un peu ce sens dont parlait Pauline précédemment. Et enfin, sur la partie notamment partenariat financier, donc là, bien entendu, c'est des choses qui ont beaucoup évolué sur ces dernières années parce que les autres actions existent déjà depuis un certain nombre d'années, évoluent d'année en année, mais depuis plus récemment, nous sommes amenés à, bien entendu, à fournir des éléments, bon, ça c'est assez classique, beaucoup plus chiffrés, sur ces partenaires-là, mais également pouvoir contracter. Alors, je vais donner 2 exemples rapides avec nos assureurs où on a mis en place des plans d'action particuliers, par exemple par rapport au risque routier, parce qu'on a quand même 3000 véhicules nous, qui tournent sur toute la France avec un risque évidemment routier important. Donc, on a mis des plans d'action très focusés sur le risque routier et l'écomobilité pour pouvoir mieux maîtriser nos primes d'assurance. Donc, en fait, on est challengé sur un certain nombre d'indicateurs par rapport à ça. Et très récemment, puisque là, ça date de 2020, nous avons contracté un contrat de refinancement du groupe pour 5 ans et nous avons mis en place avec la direction financière et bien entendu, après un travail avec les banques, un mécanisme d'ajustement de la marge
marge du taux d'intérêt qui est basé sur 3 KPI extra-financiers sur lesquels on a dû s'engager pour 5 ans et qui sont chaque année revérifiés par un commissaire aux comptes au même titre que les autres KPI financiers, enfin, les autres indicateurs financiers. Et là aussi, ce qui montre si ces indicateurs sont atteints, ben ça se traduira par un bonus sur le taux d'intérêt, donc une diminution, et s'ils ne sont pas atteints, par un malus. Donc ça confirme que, et ça, on a pu arriver jusque-là parce qu'on a derrière de l'ancienneté et de la robustesse sur des actions, parce que vous imaginez qu'on ne prend pas ce type de risque si c'est juste du greenwashing, quoi. À un moment donné, il y a un impact financier qui va être non négligeable vu les sommes engagées. Donc, je rejoins tout à fait. Enfin, avant de communiquer, il faut faire. Et voilà, c'est peut-être là-dessus que je conclurai mon intervention. Il est véritablement nécessaire de mettre en œuvre avant de communiquer au-delà de l'interne. Voilà. Merci beaucoup, Laurence, pour ce témoignage illustré. On va proposer à Emmanuel Lopère, du coup, d'apporter une vision du coup, régionale pour le groupe Honnête. Voilà, bonjour. Donc, oui, moi, je m'appelle Emmanuel Lopère, je suis responsable QSE sur la région Rhône-Alpes. Et moi, je vais vous parler du sujet biogistique dont Laurence a ébauché effectivement le sujet dans sa présentation. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. C'est bon pour vous? Oui. Oui, parfait. Donc, le sujet biogistique, je vais passer rapidement sur les premières slides, mais en fait, comme l'a dit Laurence, en fait, c'est un sujet qui a 2 objectifs. Un premier objectif qui vise à préserver la santé de nos collaborateurs, mais également la santé des occupants dans les locaux de nos clients. Et puis, d'autre part, donc, c'est apporter une réponse aux enjeux du nettoyage actuel dans un processus d'économie circulaire. Donc, la première, il y a 3 principaux enjeux, en fait. Hein, donc, comme je l'ai dit, la suppression du risque chimique, puisque, en fait, l'ensemble des produits, du coup, proposés n'ont plus de pictogramme. Donc, c'est important pour nos collaborateurs. Je vous expliquerai alors pas tout à fait la limite, mais en tout cas la première problématique, et c'est ce pourquoi il fallait vraiment impliquer l'ensemble des parties prenantes au démarrage de cette mise en place. La maîtrise donc des émissions de CO2, puisqu'en fait on rejette beaucoup moins de plastique, puisqu'on réutilise en fait les bidons plastiques. Très concrètement, en fait, on donne un bidon plein contre un bidon vide qui a déjà été utilisé. Et puis, il faut malgré tout proposer des produits efficaces, parce que si on change nos produits mais qu'ils ne sont plus efficaces, on est quand même dans l'univers de la propreté et ça devient vite problématique pour nos clients. Donc, un processus malgré tout simple, parce qu'en fait, on a des agences, on a des utilisateurs, donc des responsables de secteur, et puis donc des agents de service. Et au bout de la démarche, donc bien évidemment nos clients, pour lesquels eux, ce qu'ils attendent, c'est la satisfaction, un service de qualité et puis donc la propreté de leurs locaux. Donc, il ne fallait pas monter une usine à gaz parce que sinon, ça n'aurait pas pris, en fait. Donc, en fait, on a réduit le nombre de produits. Avant, on avait, il y a quand même autour de 180 agences en France, donc ça veut dire que chacun pouvait, dans une agence, commander certains produits divers et variés. Donc, en fait, on a vraiment réduit les gammes en respectant finalement les codes couleurs entre guillemets classiques qu'on connaît dans la propreté, avec le rose, le bleu, le vert, pour la partie sanitaire, mobilier et sol. Un processus maîtrisé, puisqu'en fait, on a mis en place, c'est l'image qu'on voit sur la partie, la petite photo au milieu. C'est une armoire qui s'appelle le Dilumob. Donc, en fait, c'est le principe global, c'est-à-dire qu'en bas de l'armoire de cette centrale de dilution, on remarque qu'il y a 3 gros bidons avec les 3 couleurs dont je viens de parler, qui sont des bidons de 25 litres. Et puis, donc, au-dessus, on va retrouver donc, les flacons vides qu'on va remplir avec la partie haute, donc la centrale de dilution, avec un pré-réglage, puisque c'est des produits en fait, pour lesquels en fait, il y a une dilution assez optimisée. Voilà.
Ensuite, je vais vous parler donc en fait de quelques chiffres. C'est-à-dire que l'objectif, comme je vous expliqué, c'est-à-dire que les agences soit sont équipées directement de la DILUMOB, donc de l'armoire, centrale de dilution, et on peut même aller en installer sur certains de nos gros clients qui ont, donc là c'est un calcul en fait, mais qui ont suffisamment de débit de produits pour pouvoir avoir ce type de centrale de dilution. Voilà. Et puis, il faut bien évidemment quand même avoir un petit peu la place et une arrivée d'eau, puisqu'elle se branche avec une arrivée d'eau pour pouvoir faire la dilution. Donc, c'est 30% de réduction de déchets plastiques en moins. Donc, ça représente en gros 20 tonnes de plastique économisées donc, sur l'année 2018. Les chiffres ont continué de progresser, puisqu'en fait, comme l'a dit Laurence, on a une politique au niveau du groupe, politique qui évolue d'année en année, qui est mise à jour. On a commencé par un objectif de 75% d'utilisation de ces produits par nos agences. Et désormais, on est passé à 80% l'année dernière, voire 82% cette année. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, bien évidemment, plus on va consommer ce type de produit, moins on aura de plastique, de rejet de plastique par rapport au pourcentage restant, donc au 20% restant. Et donc c'est effectivement un sujet intéressant. On a donc 2 millions de bouteilles plastiques qui sont donc achetées sur les prochaines années. Alors là, le chiffre que j'annonce en dessous, c'était 130 agences dans la démarche, mais en fait, maintenant, il y en a beaucoup plus. On a quasiment à 200 agences, 15 services impactés, des stations de dilution, donc la fameuse armoire, donc on en est à 150 à fin 2018. Et comme j'ai dit, en fait, là, tout dépend en fait, de la taille de nos sites clients, puisqu'on commence à en équiper certains. Bien évidemment, c'est passé par une phase de formation, puisque l'ensemble des collaborateurs, on n'a pas déployé ça comme ça du jour au lendemain. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui peut paraître long, hein, ça a duré à peu près 3 ans pour la mise en place. Il y a eu la formation des collaborateurs, il y a eu les agents formés, donc 12 000 agents formés, et puis donc on gagne effectivement une capacité de stockage gagnée en agence, puisqu'au lieu de stocker des litres et des litres de produits, finalement on stocke que des bidons de 25 litres de produits concentrés qu'on va diluer ensuite soit en agence, soit sur site. Et donc, pour finir, en fait, je vais revenir sur la partie dont Pauline et Laurence ont parlé, c'est-à-dire qu'effectivement, avant de lancer une démarche, nous, ça a duré à peu près 3 ans avant de lancer en fait, le sujet, le point le plus important, ça a été d'intégrer les parties prenantes et l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire que ça va des utilisateurs, les responsables de secteur, les agents de service, c'est eux qui utilisent vraiment les produits finalement au quotidien, chez nos clients. Donc, il a fallu également tenir compte de l'avis de nos clients, puisqu'en fait, la limite, entre guillemets, dont je parlais tout à l'heure, c'est que c'est des produits qui sont, comme il n'y a plus de pictogrammes et qui sont écolabels, ça veut dire qu'il n'y a plus d'odeur. Et on sait très bien qu'en France, quand on réalise la prestation de propreté, si clairement notre client rentre dans ses locaux et qu'il n'y a plus d'odeur, une fois sur deux, il a l'impression qu'on n'est pas passé, qu'on n'a pas fait la prestation. Donc, ça a été effectivement quand même un changement de communication et de mentalité. Mais le démarrage a été compliqué parce que c'est vrai qu'il y a certains clients qui disaient non, mais moi ça ne va pas, vous n'êtes pas passé, ou en tout cas ça sent rien, ça sent plus rien, puisqu'en fait il n'y a plus de parfum, les parfums étant allergènes, donc ça veut dire qu'on tient compte également de cet aspect dans la composition des produits. Intégration également des fournisseurs, puisque c'est quand même nous ne sommes pas fabricants de produits, donc il fallait effectivement trouver un fournisseur partenaire qui était en capacité de nous accompagner sur ce projet. C'est pour ça que je parle d'un projet et d'une vision, parce que c'est une vision à long terme en fait pour le groupe. Et c'est un engagement en fait également de la famille, puisque c'est porté par Elisabeth Coquet-Régnier et puis maintenant sa fille Émilie de Lombarès. Intégration également de la médecine du travail. Pour toute la partie justement explication de non, on n'utilise plus des produits avec pictogrammes, risques allergiques, etc. Donc c'était important également qu'ils soient dans la boucle avant de lancer quoi que ce soit. Voilà. Et puis donc c'est une réussite puisque comme je l'ai dit, et je finirai par ce point, on est à plus de 80% maintenant de taux d'utilisation en fait dans nos agences. Donc ça veut dire que ça a été un démarrage mesuré, mais qui reste encore prometteur, puisqu'on a encore 20%. On ne pourra pas sans doute aller jusqu'à 20%, parce qu'il y a des sites vraiment particuliers, l'industrie, la santé, etc., qui nécessitent des produits et de la chimie plus classiques.
Mais néanmoins, c'est un bel exercice et en tout cas une belle réussite pour le groupe. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, Emmanuel, qui vient bien illustrer. Voilà, on a eu à la fois une lecture stratégique de la RSE avec des premiers exemples d'action et puis la déclinaison opérationnelle sur une région. Donc, voilà, on voit bien à travers les 3 témoignages qu'on a pu avoir depuis le webinaire à quel point c'est à la fois une nécessité et en même temps un challenge que d'arriver à engager le plus de parties prenantes possible. Et quand on parle concrètement des salariés dans une organisation, à l'échelle de Net, c'est extrêmement important. Et on va proposer à Martin de Séguin, donc, qui est de l'entreprise Séguin Ueris, de prendre la parole. Et on va voir qu'à l'échelle d'une PME de 350 salariés, c'est aussi voilà, un engagement et un challenge que d'impliquer l'ensemble des 350 collaborateurs. Martin, je vous passe la parole. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Martin, responsable projet développement dans l'entreprise Séguin Ueris. Donc, on est une entreprise régionale de la région Rhône-Alpes. Et on a été labellisé en mars 2019 ISO 26000. Donc, c'est le label RSE. Après un travail de 2 ans, on avait commencé en 2017. Et on s'est rendu compte pendant tout ce travail de la complexité, comme pouvait dire Pauline ou Jean-Pierre, de la complexité à communiquer autour de la RSE, que ce soit envers toutes les parties prenantes, avec plusieurs objectifs. Le principal, c'est informer de notre politique RSE et, si possible, se distinguer des confrères par nos actions. Et 2 autres points qui nous paraissent essentiels et qui ont été cités, c'était informer nos salariés, les 350 salariés de l'entreprise. Et ce n'est pas une mince affaire. C'est comme beaucoup de salariés qui sont isolés et parfois loin de nos agences. Et la dernière aussi qui nous paraît importante, c'est redorer l'image un peu de la propreté auprès d'un public plus jeune, sachant qu'on a quand même des employés avec une moyenne d'âge qui vieillit. Et c'est dur d'attirer les plus jeunes vers nos métiers, qui sont des fois vus comme juste passer le balai ou passer la serpillière. Et du coup, pour cela, pour informer nos salariés, alors nous, on a décidé de les intégrer au maximum dans les travaux, à savoir que toute la RSE chez nous est conçue par un comité de pilotage. On est une dizaine dans le groupe, de tout service. Il y a service commercial, service exploitation, les ressources humaines, la comptabilité. Donc, on a pris un peu un panel de salariés pour pouvoir travailler et concevoir le plan d'action tous ensemble. De même pour la Gazette, comme Honnête fait, une newsletter. Nous, on a intégré pareil une dizaine de salariés, dont majoritairement des agents et des agents polyvalents, afin de concevoir toute la rédaction de la Gazette ensemble. On choisit les sujets, on débat autour de ce qui peut être intéressant pour tous les salariés, de comment aussi on la diffuse, si c'est par Internet, si c'est en papier, sachant qu'il faut éviter le papier, mais c'est quand même le support qui est le plus lu aujourd'hui. Et pareil, on a fait un comité de pilotage pour la communication aussi autour de la RSE, justement, en intégrant d'autres salariés pour nous aider à trouver des moyens de communication un peu innovants. Et on remarque que sur ces 3 comités de pilotage, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de participants. Comme disait Pauline, beaucoup de jeunes. Dans quasiment tous nos comités de pilotage, on a nos alternants qui sont les plus jeunes, qui sont venus d'eux-mêmes, qui ont voulu participer. Il y a ça. Ensuite, on fait nos propres formations, c'est les formations de l'INI d'ailleurs, au sein de l'entreprise, auprès des agents. Et du coup, à chaque fois, moi, j'interviens en début de formation pour faire 30 minutes, 45 minutes sur la RSE et essayer d'intéresser un peu les employés et avoir une sorte d'échange de questions-réponses sur la RSE de l'entreprise. Et
Après ça, il va rester, on essaie de mettre des moyens de communication comme on a un portail salarié, je vois Honnête avait aussi cet outil, où nos salariés se connectent régulièrement, déjà au moins une fois par mois pour récupérer leur bulletin de salaire. Et du coup, dessus, on met les messages importants sur la RSE et pas que, sur tout ce qui se passe, le CSE aussi. Et cette année, la grosse mission a été de attirer aussi le jeune public dans nos métiers de la propreté, en leur présentant tous les métiers possibles, parce qu'il n'y a pas que l'agent de service ou l'agent polyvalent. Il y a les comptables, il y a les commerciaux, les responsables de secteur. Et pour ça, on a décidé, alors ce n'est pas une invention, on a pris l'idée sur d'autres entreprises qui le font, ça a été une initiative de la responsable RH et le responsable d'exploitation, le 3 juin, d'ouvrir les portes de l'entreprise aux enfants, cousins, neveux, nièces de nos salariés, pour leur présenter en fait les métiers. Donc, ils venaient avec leurs parents, un peu avant l'été, parce que l'été est une période où on a besoin aussi de main-d'œuvre, donc pour leur présenter les jobs d'été, puis leur présenter l'entreprise en général, les métiers que font leurs parents, les autres métiers qui existent. Donc, ça a été plutôt une réussite. On a eu plus de 40 participants, enfants, parents, et avec possibilité de déposer le CV et de candidater pour travailler l'été, présentant toutes les formations que propose l'INI, du bac pro à la licence, voire master même. Et donc, cette journée a permis d'avoir un petit vivier de potentiels candidats pour cet été et peut-être attirer les années prochaines des alternants au sein de la société. Et en plus de ça, on parraine depuis 3 ans maintenant une filière professionnelle dans un lycée, une classe de bac pro, je crois. Et pareil, tous les ans, cette année, on ne l'a pas fait à cause du Covid, mais tous les ans, on les fait venir dans nos locaux, toute la classe. On fait un tour des services, on discute, il y a un échange questions-réponses. Et on essaye de les attirer aussi en leur montrant toutes les formations que propose l'INI et les différents métiers. Donc ça a été nos grosses actions ces 2 dernières années pour essayer d'attirer les jeunes dans nos métiers. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Ce témoignage, c'est intéressant aussi de pouvoir se rendre compte de... Hop, je remets ma caméra. De pouvoir se rendre compte de la traduction de ces stratégies, engagements RSE dans des entreprises du secteur de différentes tailles. En plus, vous êtes parfait au niveau du timing, franchement, c'est incroyable. Donc, on va vous proposer, si vous le souhaitez, de pouvoir partager des questions. Il y a eu finalement différents points de vue qui ont été apportés. Alors, deux possibilités. Alors, vous pouvez adresser des questions qui concernent tous les intervenants, mais plus spécifiquement l'un ou l'autre. Vous pouvez, parce qu'on est nombreux, mais dans une taille raisonnable quand même, donc vous pouvez très bien allumer votre caméra, et surtout votre micro, et puis prendre la parole pour poser votre question directement, si c'est confortable pour vous. Sinon, vous pouvez aussi poser votre question dans le menu converser. Elle sera du coup reprise et partagée. Donc voilà, est-ce que ces témoignages, ces interventions vous ont donné envie d'en savoir un peu plus peut-être, ou de rebondir? À vous la parole. Ah, je vois que... C'est toujours les premières questions qui sont dures à venir. Hein. C'est connu. Bonjour. Ouais. Véronique, c'est une main levée. Non, c'était un bravo, pardon. Oui, non, alors c'était un bravo. Moi, je veux bien, en attendant les premières questions, faire deux, trois petits commentaires. Donc, je suis Véronique Vanstein, je suis chef de projet RSE au Phare Propreté. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. Je pense que c'est très intéressant et c'est vrai que c'est un sujet
qui devient important. Alors, je vais faire un petit peu de renvoi sur des choses qu'on fait au niveau de la branche. Alors, notamment, vous savez qu'il y a eu le référentiel RSE des entreprises de propreté avec 18 engagements. Et un des engagements, c'est vraiment dédié à cette communication. Comment on communique sur la RSE envers les parties prenantes. Ça fait vraiment partie de la politique RSE et je pense que c'est important et c'est intéressant ce genre de webinaire pour permettre d'échanger sur des bonnes pratiques. Vous dire aussi, et je fais un peu de teasing parce que la semaine prochaine à l'Assemblée Générale de la FEP, il y aura des remises de trophées RSE par on a fait appel à un jury qui est composé de parties prenantes externes de la FEP et les entreprises qui ont joué le jeu, elles sont de plus en plus nombreuses et c'est très bien. Voilà, via ce trophée, alors le trophée c'est vraiment quelque chose d'intéressant en communication, mais mettre aussi en avant leur dossier, montre à voir ce qu'elles ont fait. Alors et on aura aussi des très beaux exemples dans les trophées. Alors je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais des très beaux exemples de communication et justement de communication interne envers les salariés, comment on arrive à toucher, comment on arrive à faire en sorte à donner du sens au travail, en fait, parce que derrière la RSE aussi, dans la communication interne, c'est aussi donner du sens au travail, ça c'est très important. Il y a d'autres outils aussi, enfin moi je dis un peu tout en vrac, des choses qui m'ont inspiré dans ce que vous avez dit en termes de communication. Vous savez qu'il y a les objectifs de développement durable de l'ONU, c'est un langage commun et je trouve que c'est facile de communiquer avec tous avec ça et notamment avec tout le public parce que les objectifs de développement durable, ils s'adressent autant aux salariés, autant aux particuliers, à nous tous, on est tous concernés par ces objectifs, mais autant aux entreprises. Donc c'est quelque chose aussi, c'est un lien qui est simple. Il y a aussi un webinaire sur le site du Monde de la propreté qui en parle. Et effectivement, c'est vraiment, alors, enfin moi, on a tous tendance à penser, enfin la communication envers les parties prenantes, souvent sur les clients, alors d'un côté c'est compliqué parce que les clients demandent beaucoup, c'est pas toujours très cohérent, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une bonne politique RSE bien établie qui permette une communication. C'est toujours plus facile derrière de communiquer sur des choses qui sont bien établies, qui sont bien partagées dans l'entreprise. Et après c'est vrai qu'on a la communication interne, elle est complexe. Comment on touche, j'ai entendu les agents. Je pense que c'est aussi et derrière aussi l'intérêt de travailler dans des entreprises qui sont engagées. Voilà, c'est une culture un peu vraiment globale et c'est ça aussi le sens de cet engagement. Alors je crois que c'est le 4 ou le 5, non le 5 ou le 6 peut-être. Le référentiel, c'est que c'est pas quelque chose, c'est un des 18 engagements, donc c'est important. Et c'est pas, enfin, ça demande vraiment une réflexion, une mise en place entre des actions et jusqu'à une politique globale de comment, qu'est-ce que je mets en œuvre, quelles sont mes actions, comment je mesure mes résultats, comment je mesure que tout le monde s'est bien approprié le sujet. Voilà. Je voulais juste contribuer. J'ai pas forcément de questions parce que je connais bien, vos présentations, enfin les projets qui ont été présentés et je trouve qu'ils sont effectivement très inspirants pour les entreprises, aussi bien la démarche de Seguin que la démarche d'Honnête. Et puis je trouve le témoignage externe d'une association très intéressant aussi. Merci en tout cas. Merci Véronique. Justement, Pauline, alors je sais que dans cette salle, il n'y a que les meilleures entreprises. Peu importe, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rapport d'étonnement sur ce que vous venez d'entendre? Parce que le métier, vous ne connaissiez pas le secteur de la propreté, je pense. Alors en fait, si, on a déjà travaillé avec une entreprise du secteur de la propreté. Alors Toupargal, je crois que c'est leur nom. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est une entreprise qui est dans le Rhône. C'est une petite entreprise. Non, je ne connais pas. Mais non, effectivement, positivement surprise sur les stratégies développées pour le côté très précis et à quel point vous allez loin dans les objectifs. C'est assez rafraîchissant puisque du coup, j'ai quand même eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'entreprises qui ont fait appel à nous parce qu'ils avaient besoin d'un coup de main, effectivement, mais pour qui les objectifs ambitieux n'étaient pas forcément
enfin, j'aurais pas forcément qualifié d'ambitieux, en tout cas, les objectifs qu'il s'était fixés. Donc, non, étonnamment et positivement surprise et ravie de voir que c'est pris au sérieux et qu'effectivement, ben, voilà, c'est une vraie volonté qui est déployée avec un calendrier précis et des objectifs qui répondent à la réalité, c'est ce dont on a besoin en fait. Merci. James, peut-être avant que une autre question arrive, je voulais revenir parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué sur l'aspect attractivité des jeunes et je voulais confirmer que là aussi on constate la même chose, nous, avec une accélération de l'intérêt pour les jeunes publics, alors d'autant plus important que les niveaux d'études sont élevés, c'est-à-dire que maintenant les degrés d'exigence des jeunes cadres qui rentrent sur ces sujets-là sont très précis. Et on en arrive, tout à l'heure je parlais de la mobilité, tout à l'heure Pauline me disait c'est pas toujours la rémunération. Alors c'est vrai, enfin c'est pas toujours vrai, hein, parce que plus la rémunération est basse, plus elle est importante et on comprend pourquoi. Par contre, c'est vrai que sur des publics plutôt cadres, on a par exemple maintenant, nous, des cadres lors de la phase de recrutement, quand on leur dit ce poste est associé à une voiture de fonction, ils nous disent est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'avoir soit un modèle plus petit, soit j'en sais rien, moi, un vélo, etc., avec une contrepartie peut-être aussi financière ou la possibilité de louer quand je pars en vacances, voilà. Mais des solutions alternatives, c'est des choses qu'on n'entendait pas du tout il y a encore 5 ans. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que, et pour nous qui nous aide, c'est que leur niveau, parce qu'il y a de plus en plus de grandes écoles qui ont mis ça dans leur cursus, donc ils rentrent déjà avec une vraie connaissance du sujet, donc ce sont des apports et des challenges, parce que de temps en temps, on peut s'endormir un peu sur nos lauriers et ils posent des vraies questions, et même au niveau des stagiaires, et nous, maintenant, ça fait à peu près aussi 5 ans où on a un phénomène, parce qu'on confie vraiment des parts de projets à part entière à nos stagiaires, on prend des stages assez longs de 6 mois, encore une fois sur ces cibles plutôt grandes écoles, et en fait, il y a une espèce de réseau informel qui s'est fait et en fait, ils viennent vers nous en disant j'ai connu un tel qui a fait un stage chez vous en telle année, qui a travaillé sur ce sujet-là, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a un écosystème. Alors, les réseaux, ils sont beaucoup aussi, hein, on communique, nous également, sur LinkedIn, etc. Mais il y a une vraie exigence qui va en augmentant. Alors, encore une fois, je mets quand même des guillemets, ce n'est pas valable pour l'ensemble des postes parce que les besoins, on va dire, de base sont bien entendu prioritaires, plus les salaires sont bas, mais il y a une vraie évolution des attentes des jeunes générations et du coup aussi chez nos clients par là même, quoi, sur ces sujets. Merci beaucoup pour cet éclairage complémentaire, Laurence. Je propose qu'on traite la question qui est dans le menu conversé. La question concerne les aides financières fléchées ou l'assistance afin d'aider les TPE à s'engager dans une démarche RSE. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a déjà des outils de branche. Il y a des outils qui ont déjà été évoqués, le référentiel à 2 reprises. Alors, il ne s'agit pas en tant que tel d'une aide financière, mais c'est un outil extrêmement opérationnel et concret. Et dans le prolongement de ce référentiel, il y a une formation RSE qui est proposée par la branche et qui est déclinée régulièrement dans chaque région, et ici également en Rhône-Alpes, avec une session qui est le 9 novembre. Voilà, qui est prévue de démarrer le 9 novembre. Le 9 novembre, oui, exactement. Et donc, qui est vraiment aidé financièrement par le Fort Propreté et la branche pour aider justement les entreprises de toute taille de pouvoir s'engager, être aidé dans l'appropriation du référentiel avec un outil d'auto-évaluation, l'aboutissement sur un plan d'action qui permet à l'entreprise de franchir une étape. Donc, à la fois de s'engager si c'est nouveau pour elle, mais également si elle a déjà des choses qui sont en cours, ce qui est souvent le cas, en fait, à des niveaux de maturité différents, de pouvoir l'aider à aller plus loin dans son engagement RSE. Donc là, il y a concrètement un dispositif. Voilà, une communication qui sera faite très prochainement, notamment pour pouvoir vous permettre de vous inscrire si vous êtes intéressé pour notamment être, je dirais, accompagné dans le cadre de votre démarche RSE pour commencer à travailler à un plan d'action
Et donc, cette formation RSE, effectivement, elle fait l'objet à la fois de temps collectifs, puisqu'il y a 4 journées collectives, pour justement aborder les grands sujets, avoir des temps d'échange, de partage, mais aussi de l'apport, je dirais, d'informations sur les grands piliers, notamment qu'on va retrouver dans le référentiel, et puis des temps individuels, pour travailler sur votre projet à proprement parler. Donc voilà, je vous invite en tout cas au moment où on démarrera la communication, on attendait un petit peu puisque le démarrage est pour novembre et la communication sur le lancement de la formation démarrera, je pense, début juillet avec un rappel à la rentrée. Voilà, donc n'hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez vous inscrire pour la prochaine session. Et pour compléter, avant de prendre une autre question, si vous le souhaitez, il y a des aides aussi financières qui sont après thématiques. Alors, on ne va pas tous les lister, mais on va en trouver sur la santé sécurité au travail. Il y a régulièrement des facilités pour pouvoir s'équiper en matériel, en véhicules qui sont adaptés pour préserver les équipes. On va en trouver sur des sujets plus environnementaux, sur la mobilité, par exemple. Il y a des aides qui sont parfois territoriales ou très locales, parfois plutôt nationales, qui sont des aides fiscales ou des aides à l'investissement. Donc, il y a effectivement des aides concrètes. Elles concernent pas forcément spécifiquement les TPE, mais il y a souvent une prise en compte aussi de la taille des entreprises et des fois une limite, c'est-à-dire qu'elles sont fléchées vers les TPE, PME. Donc voilà, il y a des choses. Et c'est vrai que la formation peut aussi être un moyen d'aborder ces sujets, des aides financières qui sont disponibles pour tel ou tel sujet. Alors voilà, je vois des mains qui se lèvent. Oui, c'était juste pour compléter aussi. Je conseille aussi les ressources que vous pouvez trouver sur l'ADEME. Notamment, ils ont un guide sur la communication responsable et ils ont des guides à peu près sur toutes les thématiques. Et en général, quand on découvre le sujet, ça peut être des très bons supports. Voilà, ils sont très bien faits. Je propose à 2MS Nettoyage de prendre la parole. Oui. Évidemment. Bonjour, oui. Bonjour, donc moi je suis Solène de 2MS en effet. Et nous, ce que je me rends compte ici, c'est vraiment qu'on a du mal en fait à mobiliser notre équipe en fait dans cette démarche-là. Donc il y a quand même plusieurs choses qui sont faites ici. Mais voilà, du coup, on a vraiment du mal à mobiliser. Et je pense en effet que, comme Martin l'a souligné, je pense en effet que faire des comités de pilotage sur des sujets précis, du coup, je pense qu'on va essayer de faire ça pour nous aider à mobiliser davantage, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à faire, à intégrer, du coup, vraiment, à mettre en place vraiment une politique concrète, quoi. Voilà. Merci de ce témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question, partager aussi un témoignage éventuellement sur son expérience ou réagir sur ce qui a pu être dit? Je vais en profiter parce que moi j'ai une question qui s'adresse plutôt à Pauline sur est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des sujets de préoccupations plus spécifiques? Du coup, on parlait des jeunes générations ou des publics que vous avez l'occasion de croiser dans votre activité. Est-ce qu'il y a des sujets en particulier qui les préoccupent ou qui les intéressent? Alors, chez les jeunes générations, je dirais qu'il y a plutôt une forme d'éco-anxiété qui est en augmentation. Donc là-dessus, effectivement, ils ont un vrai besoin de passer à l'action, d'où le besoin de s'impliquer dans une stratégie RSE concrète. Ça va toucher à pas mal de sujets différents. Mais sinon, les préoccupations, on va dire plus au niveau du grand public, les sujets qui vont revenir de façon assez régulière, c'est les déchets. C'est un sujet qui est assez facile à aborder en plus et dont il est facile de s'emparer. Donc ça va être beaucoup les déchets, l'énergie aussi. C'est vraiment les deux gros sujets. La lutte contre le changement climatique, ça reste très vague en fait finalement. Donc c'est vrai que ça va beaucoup prendre forme en tout cas via le traitement des déchets, la diminution des déchets et quelle énergie on utilise, comment aller vers la sobriété ou l'efficacité énergétique c'est surtout les sujets sur lesquels nous, on va nous solliciter le plus souvent. Après, un sujet qui commence à faire un petit peu son apparition, et ça me permet un peu de rebondir sur ce dont Martin avait parlé un petit peu plus tôt, c'est le numérique écologique qu'il ne faut pas négliger. L'impact numérique est bien présent. Donc souvent, en fait, on va se dire un mail, c'est bien parce qu'il n'y a pas de papier imprimé. Moi, je vais plutôt vous conseiller d'imprimer du papier, surtout si c'est sur du papier brouillon ou du papier recyclé, ça va être plus écolo que d'envoyer un mail à 150 collaborateurs avec une pièce jointe qui est un petit peu importante.
Donc ça, c'est un sujet qui commence un petit peu à aller dans les mentalités et qui commence, enfin, les entreprises commencent un petit peu à s'en emparer aussi. Je pense que ça va prendre l'importance dans les années à venir. Donc je conseillerais aussi à tous ceux qui développent une stratégie RSE actuelle de prendre en compte cet aspect-là aussi. C'est pas très difficile en plus à mettre en place, hein, c'est des bons gestes, il n'y en a pas tant que ça à mettre en place. Pour moi, c'est un peu les 3 sujets, en tout cas, sur lesquels je pourrais vous conseiller d'agir. Après, forcément, ça dépendra des secteurs, mais tout ce qui est impact sur la biodiversité avec une possible pollution des sols, etc., ou de l'eau, ça, c'est vrai que ça va vraiment dépendre, voilà, effectivement, des secteurs. En l'occurrence, votre secteur est plutôt concerné, mais effectivement, avec là, les présentations qu'on a pu voir, il y a des choses qui sont mises en place et qui sont déjà très efficientes pour réduire cet impact. Merci pour cette réponse. Alors, avant qu'on passe à la conclusion de ce webinaire, est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour une question, un commentaire? Je vous laisse un petit moment pour le faire, si vous souhaitez. C'est toujours un peu impressionnant, hein, surtout sur ce format Zoom. Parfois, quand on est dans une salle commune, c'est plus simple, on a pris le temps de se... Oui. J'avais une question aussi. Oui. J'avais une question aussi pour Pauline. Et du coup, les jeunes sont moins préoccupés par tout l'autre volet qui est la condition de vie au travail des salariés et du bien-être au travail. Alors non, effectivement, c'est vrai que j'ai tendance à un peu plus axer mon intervention sur l'écologie, hein, forcément, mais ça va de pair, hein. Et en fait, pour beaucoup, le bien-être au travail, on le disait un petit peu plus tôt, hein, cette recherche de sens qui va un peu de pair avec une démarche RSE, bah, ça va aller ensemble en fait. Et puis il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le cadre d'une politique RSE qui vise un impact environnemental, mais qui vont aussi impacter bah, effectivement le cadre de vie. Donc on parlait de la mobilité un petit peu plus tôt. Pour pas mal de personnes, le fait de ne pas avoir à prendre sa voiture et être dans les embouteillages le matin, mais plutôt d'avoir une autre solution parce que les bureaux sont bien situés à proximité de stations de bus, de métro, etc., ça va avoir un impact. Pour d'autres personnes, ça va être dans la création de temps d'équipes conviviaux via des démarches avec, par exemple, du mécénat de compétences régulièrement pour des associations. C'est assez varié et c'est vrai que c'est tout à fait à prendre en compte, même si c'est vrai que les jeunes que j'ai l'occasion de rencontrer, c'est vraiment d'abord par le biais écologique qu'ensuite ils vont aller sur ces questions-là. Je pense que par contre, effectivement, quand on monte un petit peu plus dans les âges, ça va être parfois l'inverse. C'est d'abord la recherche de cette qualité de vie ou de santé, et ensuite on va arriver du coup vers l'onglet écologique. Mais les deux étant interdépendants, finalement, ça se complète bien. Merci. Je pense aussi qu'il y a une attente qui monte, et a fortiori avec la crise qu'on vient de traverser, sur une meilleure inclusion, pour reprendre un mot qui est de plus en plus utilisé. Alors c'est vrai que nous, nativement, on est sur des métiers qui intégrent des personnes éloignées de l'emploi, mais il y a vraiment des attentes, alors on le voit auprès des clients, mais de la société de façon générale, sur qu'est-ce qu'on met en place pour avoir un impact sociétal au-delà justement de nos clients, quoi. Et les GEC dans la profession sont un bel outil qui illustre aussi cet engagement sur ce sujet-là du reste. Les groupements d'employeurs pour l'insertion par l'économie, du coup, qui sont déployés dans différentes régions. Et une dernière question qui va aussi s'adresser à Pauline à nouveau, parce que vous aviez présenté l'association en disant que vous interveniez auprès de publics qui sont a priori un peu plus éloignés de ces sujets-là, a priori en tout cas. Et du coup, quels sont les moyens que vous déployez pour arriver à engager finalement des personnes qui sont moins concernées sur ces sujets de la RSE? Alors, nous, on va utiliser le biais de l'écologie politique. Alors, l'écologie politique, c'est pas du tout partisan, hein, on est à partisan, mais c'est le fait qu'on va essayer de montrer que l'écologie, ça va dépasser, si vous voulez, la protection des arbres et des animaux, parce que il y a des personnes qui n'ont pas forcément de sensibilité pour la biodiversité, on va dire, mais d'aborder l'écologie sous plusieurs aspects. Donc, on a des publics, si on leur parle de comment faire des économies grâce à l'écologie, là, ça va les intéresser. D'autres publics qui vont être beaucoup plus intéressés par la problématique santé. Et donc, du coup, effectivement, on va mettre le lien entre écologie et santé. D'autres publics qui vont être beaucoup plus intéressés par tout ce qui va être social, donc un peu plus humanisme, solidarité. Là encore, il y a un lien assez facile à faire avec l'écologie.
Nous, on va vraiment s'adapter en fait. En face de nous, on va essayer de voir un petit peu c'est quoi les sensibilités du public, d'où le fait qu'on utilise comme outil l'éducation populaire, qui permet d'être vraiment dans l'échange et pas dans une présentation, on va dire, trop descendante avec les publics. Et grâce à ça, du coup, on va voir donc plus précisément eux, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les anime finalement, et leur montrer qu'il y a forcément un lien avec l'écologie finalement. C'est ce qui est pratique, c'est que finalement l'écologie touche à tout, donc on peut tous avoir une sensibilité par rapport à ça. Ensuite, on va vraiment essayer le plus possible de rendre tout ça accessible. Ce qu'on reproche beaucoup à l'écologie, surtout l'écologie des années 80, c'est ce contenu qui est extrêmement scientifique, extrêmement factuel, et c'est pas en fait quelque chose qui va parler à tout le monde. Alors c'est bien de donner des faits, c'est bien de donner des chiffres, on va le faire, mais on va pas uniquement rester là-dessus. C'est aussi important de pouvoir un petit peu se connecter à la sensibilité de chacun, sur l'émotionnel, je dirais, sans tomber dans le too much, évidemment, mais de sortir de ce côté très scientifique, très froid que peut avoir l'écologie, et surtout aussi d'être capable de mettre à la portée de tout le monde les enjeux écologiques. C'est quelque chose qu'on reproche souvent, en tout cas aux grands défendeurs de l'écologie, ce côté très intellectuel qui va s'attarder sur des nuances et des subtilités, où en fait parfois il n'y a pas forcément besoin de s'attarder là-dessus. On peut présenter les choses plus simplement. C'est déjà des problèmes qui sont complexes et souvent interdépendants, donc c'est pas la peine parfois de s'attarder sur certaines choses. Donc nous, on essaye de faire comprendre comment tout est interdépendant, parce que c'est important de relier au tout, en tout cas, de relier aux grands enjeux les petits gestes, encore une fois, mais en le faisant comprendre avec simplicité, en faisant partager les publics, leurs anecdotes, donc vraiment en utilisant l'éducation populaire comme outil au quotidien, et en ayant quelque chose qui peut, en ayant des supports qui peuvent se connecter à tout le monde et à chacun à sa sensibilité, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire, il nous reste quelques minutes. Je propose qu'on passe à la conclusion. Alors, alors c'était très riche, donc c'est forcément sélectif, mais quelques éléments que j'ai pu noter dans les témoignages, je trouve qu'il y a une démarche vraiment d'humilité dans ce que vous avez pu partager, à la fois dans le fait de faire avant de communiquer. Voilà. Dans toutes les postures, il y a eu cette approche-là. Et puis, il y a un élément qui est un peu sous-jacent à tout ce que vous avez présenté, ça n'a pas été dit en tant que tel, mais c'est qu'il ne faut pas douter que ça prend du temps, en fait, ces démarches, et qu'avant d'avoir des premiers résultats, il faut accepter que ça prend du temps et qu'on est dans plutôt des petits pas dans la durée, avec d'où l'intérêt d'avoir une programmation et pas d'être sur des actions ponctuelles, et de saisir de sujets, les faire progresser et d'engager autour de soi. Donc voilà, démarche d'humilité, un petit rappel sur vraiment l'importance et l'utilité du référentiel propreté, qui est un outil qui est extrêmement opérationnel. Il y a parmi les participantes et participants là, des entreprises qui ont participé à la formation RSE ces derniers mois et qui ont pu vraiment l'expérimenter. Bon, c'est un outil qui est accessible à tous, qui est sur le site internet du monde de la propreté. Et vraiment, les retours sont vraiment très bons, parce que c'est un guide précieux pour, de manière très concrète, pouvoir se saisir de sujets, de voir comment on peut se les approprier, regarder où on en est dans sa maturité. C'est aussi un très bon outil de communication avec l'extérieur, pour pouvoir, sur un sujet concret aussi, pouvoir expliquer pourquoi c'est un sujet de préoccupation et d'intérêt pour le secteur, et comment on peut se mettre en mouvement. Donc, n'hésitez surtout pas à en prendre connaissance, à l'approprier, même par morceaux, engagement par engagement. Il y en a 18 au total. Et puis, le lien avec les objectifs, les ODD, de développement durable, qui est un outil qui est universel, que Véronique évoquait tout à l'heure, et qui est vraiment très intéressant aussi pour aller au-delà, peut-être de cet outil sectoriel du référentiel RSE propreté, pour pouvoir parler avec tout type de parties prenantes. C'est un outil aussi en prolongement. Donc, sur les prochaines dates, on a une programmation d'un autre événement dans le cadre du club RSE du SPENRA, qui aura lieu du coup le 14 septembre. Vous voulez en dire deux mots, Blandine? Oui, alors juste, on en a déjà peut-être parlé, je crois, au précédent webinaire, mais effectivement, le 14 septembre, on organise un atelier donc, sur une journée, donc sur le thème de la mobilité.
Donc, on aura l'occasion à la fois d'avoir l'intervention du cabinet Ecodef qui a accompagné la branche, notamment sur une étude et sur une offre mobilité qui va être annoncée très prochainement, normalement à l'Assemblée générale de la FEP. Donc, ce sera l'occasion aussi de vous présenter l'offre mobilité qui sera mise à votre disposition. Nous aurons aussi l'intervention de la métropole de Lyon pour venir, je dirais, nous informer, nous sensibiliser sur, on va dire, leur vision en fait et leur démarche sur la mobilité pour comprendre en fait finalement comment une métropole comme la métropole de Lyon inscrit dans son projet de développement, on va dire, la question de la mobilité, notamment pour les entreprises comme les nôtres qui ont besoin de mobilité pour intervenir chez le client. Et puis, normalement, autre intervention d'un fournisseur sur des solutions durables pour vraiment balayer, je dirais, la question de la mobilité dans l'ensemble de ces aspects, à la fois l'enjeu, on va dire, un peu politique, la contrainte politique, les solutions en matière d'offres de la branche, et puis les solutions qui peuvent être étudiées, analysées, voilà, les solutions alternatives. Donc, on espère pouvoir avoir un maximum de présents pour cette journée du 14. Je ne sais pas si Jean-Pierre, vous voulez rajouter quelque chose? Si, la seule chose que je vais rajouter, mais c'est le mot qui fait bondir pour le moment, c'est qu'effectivement, les ZFE sont quelque chose d'actualité aussi bien sur la région lyonnaise que je vois ma consoeur Thérèse d'Annecy aussi, où c'est quand même bien d'actualité. Saint-Étienne, ça va l'être à partir de l'année prochaine. Je rappelle que c'est une loi européenne, ce n'est pas des choix politiques, c'est une loi européenne qu'il faut mettre en place. Et effectivement, il faut qu'on revoie notre mobilité, il faut qu'on soit aussi conseil auprès des pouvoirs publics pour leur dire on veut bien changer nos habitudes de mobilité, nos entreprises sont plutôt bien engagées parce qu'on a les premières études qui sont très, très encourageantes là-dessus. Mais quelles infrastructures vous mettez en place si demain tout le monde roule en véhicule électrique, on sait qu'il n'y a pas assez de bancs pour tout le monde. Voilà, c'est aussi dans des échanges comme ça qu'il faut être partenaire. C'est aussi voir, Blandine, tu l'as évoqué, effectivement, on va essayer de faire venir un loueur. Ce que j'appelle un loueur, c'est quelqu'un qui ne va pas vous vendre des Citroën ou des Mercedes ou peu importe. C'est des gens qui veulent essayer plutôt de nous proposer des solutions en se disant, vous voyez, avec du GNV, avec de l'électrique, avec peut-être de l'hydrogène demain, on souhaite le plus vite possible. Combien ça coûte à vos structures, à vos entreprises? C'est ce qui est important aussi pour nous. On reste quand même, on veut faire beaucoup de choses sur la mobilité, mais il faut qu'on reste dans nos budgets, ça me paraît important. De la même manière. Très bien, donc l'invitation vous sera envoyée via le Spenra courant en juillet. Vous pourrez vous inscrire pour cette journée qui aura lieu normalement dans la nouvelle maison de la propreté. C'est ça, il me semble. Voilà. Nouveau bâtiment au sud de Lyon. Bon, mais voilà, il est 12h01, donc il est temps de remercier, vraiment un grand merci pour chacune et chacun des intervenants et témoins d'aujourd'hui. Merci pour votre présence, à chacune et chacun également. Donc, on a enregistré, vous êtes rendu compte, le webinaire, donc il sera disponible sur la chaîne où on a regroupé une chaîne YouTube. Il y a une chaîne où il y a les différents webinaires qu'on a fait depuis quelques mois. Donc, à très bientôt pour d'autres activités du Club RSE et merci de votre présence. À bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Au revoir, merci.